Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Avez-vous reconnu cette chanson qui permet à Denis Jacquet de se déhancher pour commencer ses voix des entrepreneurs? Gorillaz. Pourquoi Gorillaz, Denis Jacquet? Parce que nous avons le spécialiste des grands singes. Le spécialiste des grands singes. C'est tout ce que j'ai trouvé d'intelligent pour faire la connexion. Nous sommes également des grands singes, nous les êtres humains. Oui. Nous avons le bonheur de parler de l'évolution dans tous les sens du terme et également celle du travail. Nous en parlons avec notre grand témoin qu'on est ravi d'accueillir. Pascal Pic, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes anthropologue, membre du Collège de France. Vous avez publié un ouvrage, vous allez bientôt en publier un autre, vous allez nous les présenter d'ailleurs, des ouvrages notamment sur les grands singes ou alors sur le télétravail. Si je vous pose cette première question à brûle pour point qui pourrait surprendre tout le monde, quel est le lien entre le télétravail et le grand singe? Eh bien écoutez, aujourd'hui on voit bien que les nouvelles formes de travail vont se mettre en place. Ce n'est pas encore défini, vous en parlez fréquemment, on en est encore. Et donc mon idée, c'est un petit essai qui s'intitule déjà Les chimpanzés et le télétravail. Pourquoi? Parce que les chimpanzés ont des sociétés de fusion-fission. Ça veut dire quoi? Ils ont un esprit de communauté, ils sont capables de fusionner avec différentes combinaisons, voire en totalité, pour des affaires sociales ou des éléments importants de leur vie. Ils sont capables de fissionner en différents sous-groupes d'éclater et pour faire d'autres activités, etc. Et donc le vrai enjeu aujourd'hui du télétravail, c'est comment assurer un équilibre intelligent, parce que avant cette crise, on parlait beaucoup de sens, vous vous en souvenez, et beaucoup d'humain. Et ben ça s'appelle l'anthropologie, mes chers amis. Donc on a besoin d'anthropologie et d'éthologie. Ça, c'est le comportement des animaux. L'anthropologie et l'éthologie, et ça, merci à Denis Jacquet de m'inviter sur ces questions-là, ils sont au cœur de ces réussites. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on n'a pas à réinventer les fondements de nos comportements. Vous savez ce qui se passe? C'est que depuis 150 ans, surtout au XXe siècle, l'idée de séparer le domaine privé du domaine du travail, c'est une évolution qui était extrêmement récente. Et là, on va certainement retrouver, mais d'une autre façon, on ne revient jamais en arrière, ces combinaisons de fusion-fission, donc soyons de bons chimpanzés. Voilà, le travail à la maison au travail. La maison au travail, et puis surtout, comment maintenir une cohésion. Le vrai enjeu de cela, c'est comment pouvoir trouver de bons équilibres entre les forces centrifuges qui amènent les personnes à se séparer, donc la fission, et les forces centripètes qui permettent d'assurer la cohérence, effectivement, de la culture, de l'innovation, qui ont besoin aussi de présentiel. Denis Jacquet. Alors, il y avait plein de sujets qu'on voulait voir avec Pascal ce soir, mais effectivement, celui du télétravail qui va être un petit peu notre conclusion tout à l'heure, qui est très intéressante. Mais revenons sur le débat du Covid. Finalement, quand on préparait un peu l'émission, vous me disiez... on se situe juste dans l'évolution humaine. C'est-à-dire que finalement, on a, comme Cynthia Fleury contre Sponville, on dit on a une gestion un peu hystérique de ce Covid aujourd'hui. On devrait le resituer dans l'évolution, parce que finalement, c'est un peu une paille dans l'évolution, non? Oui, alors en définitive, moi je suis un baby boomer, pardon, ça se voit pas à la radio, donc en voie de fossilisation, mais néanmoins d'une manière très sérieuse, nous retrouvons une période qu'ont connue nos ancêtres il y a 3 générations et auparavant. C'est-à-dire que pour les pays occidentaux et occidentalisés, nous sortons de 60 ans d'une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et donc, de fait, ma génération, à chaque anniversaire, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie. Pour ceux qui vont bien et celles qui vont bien, c'est en moyenne, bien évidemment. Et à partir de là, donc, regardez, Pascal Lamy qui avait dit la mondialisation heureuse, et indéniablement, à partir des années 90, la mondialisation a sorti quand même 1,5 milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Donc, globalement, c'était positif. Mais il faut savoir une chose dans l'évolution, que toute adaptation est un compromis. Et la mondialisation heureuse, la Chine qui est arrivée sur un modèle différent, il y a 3 modèles aujourd'hui, que l'on voit d'ailleurs tester dans la gestion du Covid, entre le modèle ultralibéral américain, le modèle plus contrôlé européen et le modèle plus étatique et contrôlé chinois, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas un qui fait meilleur que l'autre. Donc ça, c'est une bonne leçon de l'évolution. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une seule façon de bien adapter, de répondre. Donc ça, c'est la première leçon. Alors, hiérarchiser, c'est pas la meilleure idée, voir ce qu'on peut tirer de mieux. La deuxième chose qui est importante, c'est que tout de même, il y a une revue formidable qui s'appelle The Economist, donc voilà, revue anglaise que tout le monde devrait lire. Et ce qui est quand même frappant, c'est que tous les 3 numéros, il y a une première page, The Economist, revue très libérale, très économique, sur l'environnement, sur l'élévation du niveau des mers. Et donc là, on s'apercevait qu'en 2019, il y avait déjà des tendances très importantes qui émergeaient. D'abord Davos, il y a 1 an. Le terme qui ressort, c'est écosystème. L'idée n'est pas nouvelle.
de parler d'écosystème, d'aller chercher des modèles biologiques. Mais là, cette fois-ci, on sait comment fonctionnent les écosystèmes. Et les logiques des écosystèmes sont différentes de celles qu'on en a connues jusqu'à la fin des années 90. La deuxième chose importante, c'est qu'il y avait un vrai débat qui va continuer et qui va accentuer sur, écoutez, le Business Roundtable de New York, le 19 août de l'année 2019, j'ai retenu la date, 180 grands patrons américains qui ont dit, attendez les gars, si business as usual, si on continue avec les inégalités sociales et les problèmes de l'environnement, etc., on va pas s'en sortir. Parce que la logique est devenue écosystémique. C'est-à-dire qu'on peut être les meilleurs, mais si on est les meilleurs dans un écosystème qui se casse la gueule, pardonnez-moi de la vulgarité, on va tous tomber. Et d'un seul coup, toutes les problématiques de RSE, le Green Deal de l'Europe, pardon pour le bon français. La transition énergétique. Et la transition énergétique, on y va complètement. Et également, les influences de l'intelligence artificielle. Déjà, sur les nouvelles formes d'intelligence artificielle, on ne parlait plus de métiers, c'est pas les métiers qui ont disparu, c'est les tâches. Et c'est ceci qui va avec le télétravail. Donc, on est en période d'évolution, d'adaptation. Et d'adaptation très rapide. Surtout, c'est la sélection naturelle. Ça veut dire qu'on n'a pas tout inventé, c'est-à-dire que les solutions sont déjà là. Comment tirer la meilleure synthèse des évolutions émergentes et de créer le nouveau modèle. Voilà, c'est ça l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Période inquiétante mais fascinante que nous vivons avec nos entrepreneurs, puisque nous sommes dans les voies des entrepreneurs. On accueille notre premier invité, Nicolas Vera. Bonsoir à vous. Bonsoir messieurs. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le PDG et le cofondateur de Core4Tech. C'est un service, une application qui évite quelque chose qui peut avoir des conséquences dramatiques, la somnolence au volant. Denis Jacquet. Oui, alors ce soir, je vous ai fait des sujets très sérieux, mais avec un ton humoristique, puisqu'après on parlera un peu d'alcool, Nicolas. Donc, j'ai commencé par la somnolence et l'alcool après. On en parlera avec modération, quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'ai appris un chiffre avec vous, c'est 300 000. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est stupéfait, le nombre de morts liés à la somnolence. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Morts depuis, par an dans le monde, bien entendu. J'étais stupéfait. Absolument, et plus de 5 millions de blessés. Donc la somnolence au volant est la première cause de mortalité sur nos autoroutes, puisque c'est la première responsabilité, la première cause responsable de mortalité, 25% des accidents mortels sur autoroute. Waouh, impressionnant. Et donc vous avez décidé de traiter le sujet comment? Parce que moi j'ai une question sur les technologies après pour vous, mais comment vous avez décidé de traiter le sujet? Alors, comment on a traité le sujet? Donc, si on parle de ce que l'on fait, en fait, nous, on mesure, on prédit les signes, on regarde les signes avant-cours de l'endormissement grâce à la mesure du cœur et de ses variations. Donc, on va utiliser une montre, en fait, que l'on peut voir comme le stéthoscope du médecin, qui va récupérer l'information. Et toute la puissance de Core4Tech et de ses partenaires du centre hospitalier de Lille, c'est de savoir interpréter cette mesure, d'être le médecin et d'être capable de mesurer et d'interpréter ces signaux dans les premiers signes d'endormissement qu'on sait lire jusqu'à 20 minutes avant les signes visibles de l'endormissement. Donc imaginons que Core4Tech soit capable de détecter que dans 20 minutes, je risque de m'endormir au volant. Que fait la montre? Donc la montre, elle ne va rien faire du tout. C'est l'application mobile d'intelligence, l'intelligence qui est derrière, qui va pouvoir vous alerter en direct et vous prévenir avec une voix qu'il vous reste 10, 15, 20 minutes à conduire en toute sécurité avant de devoir vous arrêter. Et vous avez déjà un premier retour sur l'utilisation, Nicolas, et date de quand votre société? On a oublié de vous poser la question. J'ai oublié de vous poser la question. Alors, la société, elle est née en 2015 de la puissance et la connaissance de 20 ans de recherche du CHR du centre hospitalier de Lille autour des questions du cœur et de sa variabilité, des mesures du stress, des mesures du confort. Et notre technologie, plus précisément sur l'endormissement, elle est de 2018. On l'a commercialisée l'année dernière. Et on a aujourd'hui à peu près plus de 500 chauffeurs qui sont équipés. On en aura 4000 à la fin de l'année. Pour vous donner une idée, ça représentera à la fin du premier trimestre à peu près 1 million de kilomètres et 100 millions de kilomètres à la fin de 2021. Et on a du mal à compter le nombre de vies sauvées, mais probablement un certain nombre, puisque n'importe qui s'endort au volant sur l'autoroute prend un risque immédiat. Notre grand témoin, cher Nicolas Vera, nous sommes avec Pascal Pic, qui est anthropologue, qui semble fasciné par cette invention. Oui, c'est superbe. Par exemple, un des gros problèmes dont on parle beaucoup maintenant, c'est l'apnée du sommeil. Est-ce que votre dispositif, évidemment, traite ces cas qui sont quand même un peu plus compliqués, mais qui sont aujourd'hui un vrai problème de santé publique? C'est un vrai sujet. Nicolas Vera. C'est un sujet extrêmement important. Alors déjà, je précise qu'on n'est pas un matériel médical, on est vraiment un matériel d'aide à la décision. C'est ça. Et on s'intéresse avec les médecins du sommeil
à plein de problématiques, et notamment comment est-ce que naturellement le véhicule, à travers la lumière, le son et la position du dos, ou encore la température, va pouvoir aider l'environnement, non pas à renverser la fatigue, ça serait un peu ambitieux et probablement un peu hors sujet, mais en tout cas de la ralentir et de la gérer au mieux. Non, mais on peut reconnaître, c'est vrai que vous êtes sur une autoroute par moment. Aujourd'hui, la technologie le permet, régulateur de vitesse, toujours la même vitesse, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est le soir, il est tard, c'est toujours tout droit ou presque, et la voiture est confortable. Vous avez toutes les mauvaises raisons, si j'ose dire, pour vous endormir au volant, Nicolas Vera. C'est vrai que c'est un piège permanent. Absolument, c'est un piège permanent. C'est un piège permanent, et les systèmes actuels en fait sont liés au comportement de la voiture. C'est-à-dire si vous allez passer une ligne blanche et si vous approchez trop de la voiture de devant, ou alors si vous mettez des grands coups de volant, ce qui fait qu'en fait on va vous prévenir très tardivement. Et puis comme on est tous très différents dans notre comportement face à la fatigue, eh bien il est difficile d'être universel. C'est ce que permet la physiologie, c'est ce que permet les variations du cœur. C'est vrai, exactement. Super. Bravo à vous pour votre innovation, Nicolas Vera. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, et bonne chance à Core Fortech. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le PDG et le cofondateur de Core Fortech. C'est un service, une application qui peut vous sauver la vie, puisque ça évite que vous vous endormiez tout simplement au volant. Nous poursuivons les voix des entrepreneurs avec notre grand témoin Pascal Pic, anthropologue, membre du Collège de France. Denis Jacquet. Alors, moi j'ai une question qui est très liée au Covid, parce qu'en ce moment on parle que de ça, mais on ne parle pas des vrais sujets. Donc en général, on aborde toute la surface qui n'est pas intéressante. Un des vrais débats, c'est les femmes sont victimes du Covid. C'est-à-dire que quand on regarde partout les scores, la principale victime sont les femmes, plutôt dans les pays émergents et plutôt pauvres, puisque les minorités sont plus touchées. Et vous venez de sortir un livre aussi sur l'évolution et la femme. Donc pourquoi tant de haine? Eh ben c'est l'objet du livre. Comment se fait-il qu'il y ait autant de coercition sexuelle? Et donc là, il n'y a pas beaucoup de travaux français, c'est beaucoup des travaux anglo-saxons, notamment dans la mouvance des Women's Studies, mais des vrais travaux scientifiques, même s'il y a beaucoup de motivation. Et curieusement, vous savez, on parle de l'évolution de l'homme, mais les femmes ont été invisibles. Le qualificatif d'invisible est aujourd'hui constant, que ce soit pour l'économie, les questions actuelles, que ce soit dans les représentations politiques ou autres, mais également ce qui concerne la préhistoire. Donc les femmes, on ne les voyait pas. Et surtout que lorsque systématiquement on voyait une tombe, par exemple, de l'âge des métaux, par exemple, comme les Vikings, on voyait des armes, c'était forcément un homme. Et là, on est en train de tout reprendre avec l'ADN fossile notamment. On s'aperçoit que, en définitive, des sociétés que patriarcale où les hommes dominaient, non, ça n'a pas été la norme, la généralité. Et l'horizon sauf que l'Occident est issu de cette tradition. Et on a dominé le monde jusqu'à la fin du XXe siècle. On a écrit l'histoire selon même les premiers paléanthropologues, archéologues, etc., ethnologues émergent à la fin du XIXe siècle. Donc, et là, donc, ils sont nourris de cette culture. Ils ne sont pas forcément machistes, etc., mais ils ont reproduit leur schéma. Et aujourd'hui, en fait, toute l'histoire de l'évolution de l'humanité avec les femmes est une histoire qu'il faut reprendre complètement. C'est ce que j'ai fait. Il n'y a jamais eu de livre comme cela, et qui a des applications évidemment pour tous les enjeux qui nous réunissent dans ce studio. C'est-à-dire la place des femmes dans le monde d'aujourd'hui et de l'Occident était plus macho qu'on ne le pensait, en tout cas. Exactement. Il l'est, c'est indéniable. Ça ne veut pas dire que ça se passe forcément mieux ou pire ailleurs. Et en l'occurrence, si on regarde les données aujourd'hui, alors là, c'est pas des données d'anthropologie, mais de McKinsey, le Global Institute de McKinsey fait un très très bon boulot là-dessus depuis 10 ans. Depuis 2015, donc, ils suivent l'évolution, donc les progrès de la position des femmes dans la société, qui étaient indéniables, mais qui ont été complètement remises en cause par la Covid. Sur le télétravail, il va pas falloir refaire le coup de la machine Singer à coup de la fin du XIXe siècle, où on a remis les femmes hors des usines, enfin dans les années, et donc travailler à domicile sans pouvoir négocier, s'associer, etc. Et le télétravail risque d'être le piège. Donc dès que ça change, dès qu'il y a des bouleversements, c'est les femmes malheureusement qui en sont les premières victimes, malgré des avancées objectives. Malgré des avancées objectives. Autre combat d'ailleurs, autre progrès qui est toujours poursuivi, notamment en Occident, mais pas seulement, c'est la lutte contre le gaspillage, la préservation de l'environnement. Tout de suite, on accueille notre deuxième invité, Cédric Segal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la société Zoom. Vous faites du vin en canette. Ça paraît étonnant de prime abord, mais ça a un intérêt immédiat. C'est que ça permet de distribuer du vin en canette, en doses individuelles, et du coup, on gaspille moins, c'est ça ? Exactement. Et on a vu avec le Covid, puisqu'on en parlait, une autre utilisation, c'est que tous les restaurateurs qui
se mettent maintenant sur la vente à emporter peuvent proposer du vin à emporter avec ce nouveau format. Ouais. Alors, Denis Jacquet. Cédric a été super innovant parce que quand on parle de canettes, on se dit waouh, dans quoi je vais mettre mon vin, mais il y a quand même à nouveau une vraie technologie. La canette, c'est pas une canette comme les autres, Cédric. Ouais, c'est un concept qu'on a développé en 2013, qui commence à dater un petit peu. Mais à l'époque, on s'attachait vraiment à proposer des vins de qualité. Et du coup, on a développé une technologie qui garantit que le vin n'est pas altéré dans la canette, avec une canette qui dispose d'un revêtement spécial pour isoler le vin du métal et un système d'inertage avec de l'azote liquide. Donc un système un peu innovant pour le vin et qui permet de le distribuer, de le vendre et de l'exporter aussi. Ouais. Et donc aujourd'hui, votre premier marché, est-ce que ça a changé? Parce que ça fait longtemps que je vous avais découvert sur les chemins des startups. C'était les compagnies aériennes. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça s'est énormément diversifié aujourd'hui? Alors heureusement, ça s'est diversifié parce que c'est vrai que les compagnies aériennes en ce moment, surtout en ce moment, c'est pas simple. Déjà un verre d'eau, on a du mal à l'avoir. Donc, Non, ça s'est assez diversifié. En fait, ça dépend essentiellement des marchés auxquels on s'adresse. On est assez peu présent, même très peu présent sur le marché français, mais on est beaucoup plus présent à l'export. Et là, il y a beaucoup moins de barrières psychologiques. Et on est du coup distribué à la fois dans les bars et les restaurants, mais aussi dans les supermarchés, les cavistes. Donc c'est facile de se procurer Star Beverage aujourd'hui, Cédric Segal? Ouais, alors en fait, la marque qui est commercialisée s'appelle Winestar. Voilà. On la trouve essentiellement sur notre site internet, winestar.fr. Après, on a aussi pivoté dans le sens où on a proposé à tous les vignerons qui le souhaitent de proposer leur propre vin en canette. Donc, c'est le but de Star Beverage, c'est vraiment de proposer à tous ceux qui le désirent, les vignerons, les coopératives, les distributeurs, de pouvoir démocratiser ce format. Peut-être dernière question, toute bête, presque un peu égoïste. On rappelle qu'on consomme toujours, surtout le vin, par définition, avec modération. Est-ce que ça change un tout petit peu le goût ou pas quand on boit du vin en canette, quand il sort d'une canette plutôt que d'une bouteille? Alors ça change pas du tout le goût et c'est même en fait mieux que la bouteille dans le sens où la bouteille va faire évoluer le vin légèrement au fil des années alors que le vin dans la canette est parfaitement inerté et va garder toutes ses caractéristiques pendant plusieurs années. Sanctuarisé dans la canette. Winestar.fr. Merci à vous en tout cas, Cédric Segal, d'être intervenu sur Sud Radio, fondateur de cette marque Winestar. Vous êtes aussi la société Star Beverage. Passionnant, comment s'adapter et je rappelle, petite canette, petite somnolence. Non mais on voit bien la créativité du monde entrepreneurial et donc c'est vraiment symptomatique du monde qui vient. Et surtout là on le voit bien sur de nouveaux modes de consommation qui vont peut-être être plus raisonnable, vous venez de le citer, mais également dans le cas précédent, sur de vrais enjeux de société et de santé. Donc voilà, ça, on est vraiment dans la culture de l'innovation. Et dans la culture. Dans nos discussions, Pascal, il y avait, pour revenir au télétravail, qui est le sujet qu'avait ouvert Jean-Marie tout à l'heure, bon, tout le monde pense que c'est là, ça y est, nouvelle société, nouvelle mode, c'est le télétravail, ça règle tout. En fait, le télétravail, c'est un moyen, mais pas une solution. Donc, si on pense que le télétravail va régler tous nos problèmes, on est très loin du compte et vous abondez à ça. Ah bah, on va complètement se casser la figure, c'est une évidence. D'abord, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. D'ailleurs, c'était déjà amorcé, on l'a un petit peu évoqué, avec les différentes formes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas réfléchi en termes de métier, mais en termes de tâches. Quelles sont les tâches que les humains font mieux, que les machines font mieux? Elles sont faites pour ça, je le rappelle quand même. Et les tâches aussi hybrides, comme les cobots, etc., et la cobotique et compagnie. Donc c'est ce monde-là qui est en train de changer. Et il va falloir apporter avoir la même approche par rapport à ça. On voit bien que les entreprises qui traversent le mieux la crise actuellement, c'est déjà celles qui avaient amorcé ces transformations. Enfin, c'est très clair. Donc on voit bien qu'une fois, c'est comme ça que fonctionne l'évolution. C'est pas se dire, ah merde, on a la Covid qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on va trouver? Non, c'est aller chercher dans les variations qui existent déjà, ce qu'il faut déployer. Signaux faibles. Signaux faibles qui deviennent des facteurs dominants. Voilà, c'est comme ça que fonctionne. Sélection, ça veut pas dire élimination, ça veut pas dire forcément éliminer les autres, mais c'est des nouvelles écologies qui se mettent en place, si je peux employer ce terme, par rapport à cela. L'autre chose qui est extrêmement importante, si les motivations premières du télétravail, ça consiste du côté des entreprises, limiter leur surface de bureau, limiter les frais ou des transports, etc. Et c'est du côté des travailleurs et des travailleuses ou des collaborateurs et des collaboratrices, ça consiste à se dire, je suis chez moi, je suis plus peinard, c'est mieux pour les enfants, etc. Ça ne marchera pas. On ne bâtit pas ces modèles-là sur les causes secondes. Mais ces causes secondes sont très importantes pour le bien-être, à la fois et la gestion des entreprises et tout ça. Ce qui veut dire, c'est une révolution énorme, à la fois éthologique et anthropologique, qui va toucher le management intermédiaire et surtout les ressources
ressources humaines. C'est là que ça va jouer. Et les relations sociales. Et les relations sociales, elles sont absolument importantes. Maintenant, ce qui est extrêmement important dans tout cela, c'est de bien comprendre que ceci nécessitera le consensus. Il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui savent très bien travailler comme cela, souvent les plus diplômés, ça se passe très très bien, et puis d'autres, donc, pas forcément compétentes, mais d'autres compétences qui sont plus de difficultés. Quelles sont aussi, par exemple, sur les réunions? Enfin, franchement, moi, quand je vois les données entre les réunionites mal préparées et les emails, je me demande comment les gens finissent par bosser. Et donc là, il va falloir, on s'aperçoit que sur les réunions, c'était pas préparé. Et surtout, si on est des réunions sur, je ne vais pas faire de publicité, mais vous connaissez bien aujourd'hui tout ce qui se passe avec tous ces vecteurs de visioconférence, on s'aperçoit qu'il faut être efficace. Alors ceux qui étaient un petit peu, ceux qui épouillaient, qui paradaient, etc., ils vont dégager très vite. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on ira à l'essentiel, on gagnera du temps. On gagnera du temps. Mais ça veut pas. Mais par contre, les réunions comme les colloques scientifiques, où là vont émerger des idées nouvelles, c'est celles qui nécessitent des rencontres inattendues, etc. Ces fameuses fusions, fissions, comme dans les méthodes agiles, comme le screen management. C'est ça qui va nécessiter effectivement une réorganisation au vrai sens du terme. C'est pas une révolution, c'est une réorganisation qui nécessite une véritable réflexion anthropologique, éthologique et sur les tâches et les métiers. Et en un mot, Pascal Pic, le mot de la fin d'ailleurs, quand vous détectez tous ces signaux faibles aujourd'hui, est-ce que le monde du travail de demain vous fait peur ou il vous paraît intéressant? Pas du tout, il promet d'être beaucoup plus intéressant. Et là aussi, ce qui est intéressant, il faut comprendre que la première révolution industrielle a révolutionné l'urbanisme avec le train. La deuxième, enfin troisième, celle de ma génération, années 70, 70, c'était la voiture. Et qu'aujourd'hui, on n'en parle pas assez, le travail avec les réseaux, le numérique, etc., va complètement modifier la ville, les usages, les transports urbains et tous les métiers qu'on a évoqués, notamment sur la distribution de nourriture, de vin, etc. Tout ça, c'est une grande révolution qui, je l'espère, en fonction des vrais enjeux, d'une meilleure qualité de vie, notamment les jeunes pères, il y a aussi les femmes, bien évidemment, on en a parlé, mais également les nouveaux modes de consommation, les autres circuits. Je crois que tout ceci a une réelle opportunité de se mettre en place. Merci à vous, Pascal Pic, d'être intervenu sur Sud Radio. Passionnant comme échange. Merci, Denis Jacquet, également les voix des entrepreneurs. Je rappelle que Pascal Pic, vous êtes anthropologue, vous êtes membre du Collège de France. Vous allez bientôt publier un ouvrage, notamment sur le télétravail. Si je ne m'abuse, je peux vous redemander peut-être la maison d'édition? Les chimpanzés de télétravail, mais pour l'instant, j'attends la maison d'édition. Vous l'attendez encore? Mais ça va se faire sans problème. En tout cas, les chimpanzés télétravail. Merci à vous, Pascal Pic, d'être intervenu sur Sud Radio. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai, toujours avec les entrepreneurs. On est quand même sur Sud Radio. Ce sera dans un instant sur Sud Radio et sur Bismart avec Stéphane Soumier. À tout de suite.